premier temps, nous allons accueillir quelques personnes, puis ensuite, une fois qu'elles se seront exprimées, à partir de quelques questions que je leur proposerai, j'irai dans la salle et vous pourrez à votre tour vous exprimer, témoigner, commenter, critiquer, poser une question, mais pas seulement une question aussi, dire ce que vous faites sur vos territoires, dans vos associations, dans vos projets. Et ensuite, nous recommencerons, c'est-à-dire que nos invités regagneront la salle et 3 autres personnes viendront sur scène. À nouveau, elles pourront s'exprimer et à nouveau, la parole sera dans la salle pour un dialogue. Donc la première personne qui nous rejoint, c'est Madame Sandrine Tac-Monestier. Et Madame Sandrine Tac-Monestier, elle est chef de service d'un espace socio-culturel d'une importante association dijonnaise que les Dijonnais doivent bien connaître. C'est la Codège. Avec elle, nous essaierons de mieux comprendre comment l'accès à la culture, aux loisirs, tout au long de l'année, est possible pour des personnes en situation de handicap et comment ça peut devenir une alternative pour ceux qui ne partent pas ou pour ceux qui partent peu, hein, ou peut-être aussi un complément pour ceux qui partent peu. Voilà. Donc dans un instant, nous pourrons échanger avec elle. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Olivier Epiard. Olivier va pouvoir faire un témoignage. Le témoignage d'un vacancier, puisqu'il est vacancier, qu'il a une pratique des séjours adaptés, mais pas seulement, il est un vacancier engagé, puisqu'il est délégué local de la section byzantine de l'association Nous aussi. Donc il nous dira aussi un peu ce que c'est que Nous aussi. Et d'ailleurs, il y a des panneaux dans le fond de la salle qu'on pourra regarder tout à l'heure à la pause du déjeuner. Nous avons également M. Kevin O'Sullivan, qui nous rejoint. Il est directeur de l'unité loisirs à l'UCPA. UCPA, organisme important, bien connu, ou que l'on croit connaître, parce que finalement, il nous dira aussi pourquoi, comment l'UCPA réalise une offre en direction de personnes présentant un handicap et quelle est la spécificité de cette offre finalement que tout le monde ne connaît pas. Enfin, Joël Dacosta, il est chef de service dans un FAM, un foyer d'accueil médicalisé, c'est bien ça. Et c'est dans le cadre d'une association qui s'appelle Odette Versé. Et il nous expliquera un petit peu aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait. Il va nous expliquer d'ailleurs tout de suite, parce que je propose de commencer avec lui. Et j'ai envie de lui dire, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, brièvement, dire un peu la carte de visite de votre association? Donc, oui, bonjour à tous. Je suis donc chef de service au foyer de Ville Progrès Odette Versé, qui se situe sur la commune d'Auxonne. C'est géré par une association qui s'appelle l'AGES ADAPI, c'est l'association de gestion des établissements et services de l'ADAPI Côte d'Or. Donc je travaille dans cet établissement depuis 20 ans, 5 ans depuis chef de service, mais j'ai une formation d'éducateur spécialisé. Nul n'est parfait. Pardon? Nul n'est parfait, j'ai dit continuer. Oui, tout à fait. Et donc j'ai eu l'occasion au cours de ces 20 ans d'encadrer des séjours pour les personnes que nous accueillons, donc qui sont des adultes qui souffrent de handicap mental, des hommes, des femmes, et qui ont une moyenne d'âge d'environ 43 ans. C'est la spécificité de notre population, ce qui sont des personnes donc atteintes de handicap mental, mais qui ont également des troubles du comportement et de la personnalité. D'accord, alors tout un historique, toute une expérience de la part de cette association en direction de ces publics. Tout à fait, oui. D'accord. Tout au long de l'année, enfin, on va décider d'avoir un séjour en été, mais également en hiver, ou à n'importe quelle période de l'année, sur la base d'un projet d'unité ou un projet personnalisé.
D'accord. Alors, on m'a dit qu'il existait une convention à l'heure actuelle entre l'UFCV et votre association, qui porte sur l'organisation et l'animation de quelques séjours, 4 je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la spécificité de cette convention, à quel public ça s'adresse et puis pour quel projet? Alors, c'est une collaboration qui existe depuis environ 3 ans avec l'UFCV. C'est-à-dire qu'on est arrivé à signer cette convention à la suite d'une expérience de 20 ans, plus ou moins heureuse, puisqu'au départ, les séjours étaient encadrés par les personnels de l'établissement uniquement, et progressivement, on a fait appel à des organismes de vacances pour se terminer, entre guillemets, pour ces dernières années en tout cas, collaborer avec l'UFCV. Alors, il y a une particularité. Alors, effectivement, ça se passe donc uniquement en été pour l'instant. On a stoppé les séjours d'hiver pour des raisons budgétaires. Et donc, voilà, ce sont des séjours d'été qui ont lieu sur différents sites qui ne sont pas spécialement regroupés dans une même région, puisque c'était un des souhaits de l'association gestionnaire, qui est une association de parents qui attache beaucoup d'importance à la sécurité, donc aux possibilités d'intervention éventuelles sur des séjours. Voilà. Et donc, une des particularités de cette convention, c'est que l'UFCV met à notre disposition donc, une équipe d'animateurs, mais qui est, on va dire, managée par une personne, un professionnel de notre établissement. C'est aussi une volonté du conseil d'administration, des parents, pour rassurer les familles au déroulement du séjour. Donc il y a un éducateur issu du foyer qui accompagne le séjour, même qui manage l'équipe d'encadrants volontaires. C'est pas évident, ça, ce mariage, cette coopération, comment ça se passe et à quelles conditions réunir pour que ça se passe bien? C'est sûr que c'est pas évident. Là, on est donc au prémices, ça fait 2-3 ans qu'on procède de cette façon. Et ce qui est appréciable avec l'UFCV, c'est qu'avant les séjours, il existe des rencontres préalables où les animateurs de l'UFCV rencontrent les professionnels sur site, c'est-à-dire au sein du foyer de première personne, mais ils rencontrent également les résidents qui vont partir au cours de ces séjours. Donc ça permet des échanges. Au niveau de l'encadrement, ça permet de parler des spécificités de certaines personnes, de certaines pathologies, comme l'épilepsie, par exemple. Voilà, il y a des échanges qui s'instaurent et qui permettent d'optimiser l'accompagnement. Et les résidents sont très sensibles au fait de rencontrer préalablement les personnes nouvelles, parce qu'ils souhaitent savoir avec qui ils vont partir. Très bien, merci. Vous aurez l'occasion de revenir sur votre pratique dans le cadre des échanges. De toute façon, y compris ce dernier point est intéressant, puisque je crois que l'UFCV n'a pas une approche d'abord par les pathologies, donc il peut y avoir des complémentarités, et on va certainement pouvoir en reparler tout à l'heure. Merci. Si vous voulez faire passer le micro jusqu'à Olivier, qui est à mes côtés. J'ai envie de vous demander tout simplement, Olivier, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Olivier Épia, j'habite à Besançon. J'ai 48 ans. Je suis délégué de Nouzy. Je travaille en ESAT, en cuisine centrale, en légumes. Voilà. J'ai plus de légumes. Donc vous travaillez, mais vous êtes aussi délégué local de l'association de la section locale de l'association byzantine, de l'association Nous aussi. Oui. Alors Nous aussi, il faut nous dire un petit peu ce que c'est. Alors nous aussi,
Et on travaille sur l'accessibilité des transports en commun, dans les magasins, dans les lieux publics, comme dans les musées, dans les cinémas, voilà. Et puis, sur la citoyenneté aussi, je crois, vous faites un travail, y compris avant les élections, voilà, ce qui n'est pas évident. Voilà. Ça. On a déjà rencontré, l'année dernière, quand il y avait les municipales, on a déjà rencontré 6 candidats. Voilà. À la ville de Besançon. Ouais. Et ça se passe comment? Vous invitez les candidats dans des foyers, dans des réunions? Eh bien, des fois, c'est eux qui viennent, et puis des fois, on va les rencontrer ou qui sont Dans leur permanence, voilà, dans leur mairie, voilà, dans la mairie, voilà, c'est ça. D'accord. On a rencontré le maire de Besançon. Ouais. Oui. Très bien. Alors, vous-même, vous avez une expérience, vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'est le handicap, de ce que sont vos loisirs, comment vous vivez ces séjours de vacances adaptées. Et aussi, nous aussi, on va parler des collèges aussi. Voilà. Pour répondre aux autres personnes ce que ça veut dire le handicap. Alors, pour vous, justement, une situation de handicap, vos loisirs, vos vacances, qu'est-ce que vous pouvez témoigner? Puisque j'ai dit tout à l'heure en vous présentant que vous étiez un vacancier expérimenté. Voilà. Oui, je pars avec le FCV. Je suis déjà allé à Périgueux. Non, pas Périgueux, non. En Corse, voilà. En Dernos-les-Bains. Et je retourne en Bretagne une 3e fois, à Quiberon. Voilà. Très bien. Et puis on fait des loisirs, on joue à la pétanque, au ballon, au foot, voilà. Au ballon foot, enfin. Voilà, parce que le foot. C'est un foot quoi? Comme j'ai 48 ans, on peut jouer au ballon foot, on peut jouer au foot, ça c'est chacun selon ses goûts, ses possibilités. Mais enfin, vous êtes donc ce fidèle vacancier, ça vous convient quand on vous appelle comme ça? Voilà. Oui, bon. Je suis un vrai Un vrai vacancier. Voilà. Nous en avons un. Très bien, merci Olivier. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Et puis aussi, je voulais vous dire qu'il y a on a mis la pub là-bas. La documentation. Voilà. Ouais, des deux grands panneaux. Voilà. Sur nos anciens. Très bien, merci. Alors, avec Sandrine Tac-Monestier, donc je rappelle chef de service espace socio-culturel à Codège, c'est des loisirs tout au long de l'année. Même motif, même punition. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette structure et cette activité que vous conduisez? Oui, je vais essayer. L'association Acodège, pour ceux qui la connaissent, savent qu'elle a sous son petit logo écrit la phrase « Construisons avec nos différences ». Et puis un petit peu plus loin dans les écrits, la volonté d'accompagner chaque individu à trouver sa place dans la société. Si je commence par ça, c'est juste pour, quelque part, peut-être un peu justifier pourquoi depuis 10 ans, cette association a ouvert un autre service, un service complémentaire des services d'accompagnement médico-sociaux qui existent depuis bien plus longtemps dans la maison. Un service qui, du coup, met en valeur la conviction que l'accès à la culture pour tous est un droit fondamental. Voilà. Ça juste pour introduire, mais pour vous dire pourquoi une association à caractère vraiment social et médico-social a décidé il y a 10 ans d'avoir aussi en son sein un service socio-culturel. Donc ce service, il fonctionne, on va faire de manière très caricaturale, 2 programmes dans l'année qui sont tous les 2 animés par une équipe à la fois mixte et à la fois pluridisciplinaire. Donc je m'explique, une équipe mixte parce que salariés et bénévoles, et une équipe pluridisciplinaire parce que animateurs et éducateurs.
Du coup, on essaye de combiner un petit peu subtilement tout au long de l'année l'éducation populaire et l'éducation spécialisée dans un même service, en tout cas au service d'une population adulte en situation de handicap, avec peut-être une particularité qui est qu'à l'espace socioculturel peuvent s'inscrire librement toute personne en situation de handicap, quel que soit son handicap. Voilà. Et on part d'un choix libre et individuel. Donc le premier programme, c'est un programme qui couvre la saison culturelle, qui est un programme d'activités socioculturelles, artistiques, sportives, qui sont pour peu intégrées dans nos locaux et pour beaucoup intégrées dans les structures socioculturelles de la ville de Dijon, de l'agglomération dijonnaise. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est en allant dans ces structures dites ordinaires qu'on va pouvoir travailler la rencontre et qu'on va pouvoir travailler le fameux vivre ensemble dont on parle tout à l'heure. Voilà, alors pas seulement y aller, hein. Quand je dis pratiquer des activités, c'est pas seulement y aller, c'est pas seulement être dans les murs, mais c'est vraiment vivre ensemble, faire ensemble. C'est-à-dire que quand on installe une activité, alors je vais prendre un exemple ultra local, quand on installe une activité au centre social de la Fontaine-Douche, c'est pas seulement pour utiliser la salle de Fontaine-Douche parce qu'elle est agréable et qu'elle nous est ouverte, mais c'est aussi pour partager un projet et pour fabriquer ensemble quelque chose qui pourra valoriser la rencontre et valoriser les capacités créatives des gens. Voilà. On fait quelque chose de très caricatural et très réduit. En tout cas, ça représente 20 activités par saison qui sont offertes à environ 150 adultes et qui, au final, ne sont que des supports à la rencontre, que des supports à la création. Et toutes ces créations sont ensuite elles-mêmes des supports à la rencontre, puisque tout ce qui sort des activités, en tout cas tout ce qui est destiné étant abouti, peut ensuite être montré au grand public à travers un spectacle, à travers une exposition, où on pourra à nouveau rencontrer d'autres gens et favoriser à nouveau des rencontres inattendues, des rencontres favorables, des rencontres qui créeront les projets de demain. Le deuxième programme, c'est un programme qui vient en complément, c'est un programme qui se passe, lui, au mois d'août, quand la saison culturelle s'arrête et quand on pourrait se retrouver encore un petit peu plus isolé chez soi, qui est un programme où on va oublier un peu nos exigences d'activité culturelle, où on fait de la qualité, où on expose, où on montre, et on va revenir vers un programme vacances. J'entendais parler de pétanque, de foot, de baby-foot, voilà, c'est ça. Hein, les 3 semaines de vacances, c'est pétanque, c'est feu de camp, c'est une nuit sous la tente, c'est une visite, c'est des rencontres. Et ces 3 semaines-là, on s'inscrit à la carte, une demi-journée, une journée. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, pour les raisons qui sont les leurs, ou pour ceux qui partent moins que les autres et qui voudraient, en restant à domicile, pouvoir quand même voir du monde et faire des choses avec d'autres. Voilà globalement ce qu'on fait. Alors, on va revenir, Sandrine, sur les activités et les rencontres culturelles, mais avant, une question peut-être un peu naïve, mais donc vous travaillez avec un public qui ne part pas ou peu en vacances. Est-ce que vous pouvez nous aider à bien cerner quels sont les freins et les obstacles au départ en vacances pour ce public, hein? Pourquoi ils ne partent pas en vacances? Alors, en tout cas, ça concerne les personnes qui participent au programme estival, hein, celles qui viennent toute l'année, certaines partent bien en vacances. Mais celles qui font appel à ce programme estival sont des personnes qui ont des raisons différentes de ne pas partir en vacances. Pour certaines, c'est évidemment comme pour nous tous, des raisons économiques. Hein, voilà, ils ne peuvent pas s'offrir des vacances, ou ils doivent réduire leur temps de vacances parce que leur budget ne leur permet pas de faire plus. Et du coup, sur cette période un peu estivale, pouvoir leur proposer une activité à la journée, à la demi-journée ou 2 jours, ben, ça fait déjà un petit air de vacances. Pour d'autres, c'est un véritable choix, un choix de rester chez eux, de rester à domicile. Je travaille toute l'année, j'ai 3 semaines de vacances au mois d'août, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de profiter de mon domicile, mais peut-être pas 3 semaines tout seul à la maison. Voilà, 3 semaines où je rentre chez moi le soir, où je peux certaines journées rester en pyjama toute la journée et ne rien faire, et où le lendemain, je sais que je vais pouvoir aller faire une sortie de bowling avec un groupe de 8 copains, et ça me convient très bien. Voilà. Du coup, ce que je peux dire, c'est que c'est chacun leur raison, mais qu'elles soient à la fois sociales, à la fois économiques, et puis à la fois aussi idéologiques, de vrais choix de gens qui ont leur point de vue sur ce qu'ils veulent faire de leur vacances.
C'est aussi une question, donc, je dirais comme pour tout le monde, hein, de goût et de désir de faire ou de ne pas faire telle ou telle activité, de partir en groupe ou de rester chez soi. Alors vous conduisez, on a bien compris, des activités socio-culturelles, voire culturelles. Est-ce que vous mettez en place des projets plutôt individuels ou plutôt collectifs, ou si c'est les deux, comment ils s'articulent? Alors la base de travail de l'espace socio-culturel, c'est évidemment, enlever le évidemment, il est évident pour moi, mais ce sont des projets collectifs destinés à être vécus de manière collective, mais dans lesquels on n'oublie pas l'accompagnement individuel des gens. Voilà, ce qui fait la spécificité un peu de ce service, et ce qu'on essaye de défendre et de vivre au quotidien, c'est ça, c'est-à-dire d'intégrer des projets collectifs, alors de création, de simples projets collectifs de partage d'une pratique, mais en ayant ce souci constant de prendre en compte les individualités et de ne pas oublier que toutes les personnes qui constituent les groupes ont des particularités, comme nous tous, mais de les prendre en compte à chaque instant. Alors, comment ça se concrétise? Ça se concrétise parce que je disais tout à l'heure, déjà par la pluridisciplinarité d'une équipe qui du coup se complète dans la vision qu'ils ont des publics accueillis, et ensuite de manière aussi concrète que le fait qu'on s'impose d'avoir, je vais vous donner un exemple très concret, d'avoir toujours au moins 2 encadrants dans une activité, même sur un tout petit groupe, et là pas pour des raisons réglementaires, mais vraiment pour répondre à cette question-là, de se dire que si dans une activité quelqu'un vient et a besoin à un moment de pouvoir se poser, de discuter, d'échanger, de sortir de l'activité, il faut que ce soit possible, il faut que ce soit rendu possible. Et donc, quand on est 2, c'est possible. L'un des 2 peut s'isoler avec cette personne qui a un besoin à ce moment-là, et l'autre peut faire en sorte que le projet collectif, lui, puisse continuer. D'accord. Donc, il ne faut pas que ça soit une offre forcée à partir du moment où on y vient. Il ne faut pas qu'on se sente embringué dans un processus dont on ne peut pas sortir. Il faut pouvoir faire un pas de côté, parler avec un animateur, une éducatrice, faire une pause si on en a envie, bref, aller à son rythme aussi dans ces rencontres culturelles. Tout à fait, il faut qu'on soit qu'à cette facilité de s'adapter. Alors justement, dans un des textes que j'ai lus pour réfléchir un peu à cette table ronde, j'ai vu le mot solitude, et il m'a frappé. Alors en quoi des loisirs, une offre de loisirs culturels, socio-culturels, peuvent-ils vraiment contribuer à rompre cette solitude? Alors je dirais, dans notre position, déjà ce qu'il faut préciser, c'est que les adultes qui partagent nos activités sont pour certains accompagnés, vivent en institution, et pour d'autres vivent en famille, et pour d'autres encore vivent de manière complètement autonome. Alors on est voilà, sur une grande, large frange de population. Et du coup, on pense en tout cas que le fait de pouvoir venir comme tout le monde à son activité théâtre le lundi soir, ça permet de ne pas rentrer chez soi tout seul après le travail. Donc déjà, c'est une première piste de réponse. La deuxième, ce serait de se dire que quand on partage des projets, comme je le disais tout à l'heure, dans un lieu tout à fait ordinaire de pratique socio-culturelle, on va à la rencontre d'autres personnes qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer dans son quotidien, dans sa vie ordinaire, si ce projet n'avait pas eu lieu. Et du coup, à nouveau, on répond un tout petit peu. Alors, c'est des tout petits peu qui s'additionnent à cette problématique de je suis isolé, je suis seul. Mais là, à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de micro-événements, mais c'est un peu ça, c'est des micro-événements. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, je vais rencontrer d'autres gens. Et puis, encore un petit peu plus loin dans la boucle, je crois que l'isolement, il s'arrange aussi un petit peu, c'est pas le bon mot, quand on va à la rencontre des gens pour présenter son spectacle ou son expo. Quand en tant que spectateur, on va dans une salle de spectacle et qu'on découvre là 100-150 personnes qui sont venues pour la même raison que nous, voir ce spectacle, et qu'à la fin on va pouvoir en dire 2 mots ensemble. Et qu'ensemble on a eu un peu les mêmes émotions et qu'on fait partie d'un collectif finalement. Tout à fait. D'accord, alors Sandrine, vous en gardez sous le pied, parce qu'il va y avoir un échange tout à l'heure, et vous pourrez reprendre la parole. Je vous propose de passer le micro à votre voisin, Kevin O'Sullivan. Quel beau nom.
quel bonheur vous êtes, un gamin comme ça, vous pourriez jouer dans un film de John Ford, Quiet Man, ou dans Il était une fois la Révolution, c'est un beau nom, ça. Sans doute, je ne sais pas si le nom suffit à ça, mais c'est au moins quelque chose que je peux mettre en avant. Bon, alors en tout cas, on va parler du CPA. Du CPA, et ben, tout simplement, je voudrais que vous nous rappeliez brièvement le CPA, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui en termes de métier, en termes d'offres. Le CPA, effectivement, on va revenir, donc c'est une association que certains connaissent sans doute, et qui est d'ailleurs liée à l'USPD, puisque l'USPD est membre de l'UCPA, au titre dans le collège du mouvement de jeunesse, aux côtés du collège des fédérations sportives et des pouvoirs publics, dont notamment le ministère de la Sport qui co-dirige l'UCPA. Donc on est intimement liés, aussi par le projet, puisque le projet du CPA, c'est de permettre et de faciliter l'accès au sport de plein air au plus grand nombre sans discrimination. Voilà, je n'ai pas repris les statuts exacts tout à l'heure, mais c'est dans ces termes que les statuts de l'UCPA sont rédigés, qui illustrent notre proximité avec l'UCPA. Donc comment se traduit ce projet? L'activité UCPA aujourd'hui, c'est 80 activités sportives différentes de plein air qui sont représentées, et qui sont représentées à la fois en France, mais aussi dans le monde sur une session d'activités sportives, comment découvrir également des pays et différentes cultures. Donc, pour donner quelques repères, simplement, c'est 1,5 million de journées d'activités de vacances du CPA global qui concerne 220 000 jeunes jusqu'à 40 ans et notamment 92 000 mineurs de séjour. Alors, le CPA, son projet se traduit de différentes façons. J'en parle à l'instant les vacances, sur les séjours du semestre le plus souvent, mais se traduit aussi dans les activités de loisirs. Et les activités de loisirs s'organisent autour de la gestion d'équipements pour le compte de collectivités. Gestion d'équipements délégués pour le compte de collectivités. C'est un site du CPA gère, mais ici, notamment à proximité d'ici, la piscine olympique de Dijon, qui est gérée sur le compte de la collectivité ici par le CPA, mais des patinoires, des centres équestres, des bases de loisirs, salles d'escalade aussi, ici, la salle d'escalade est également gérée par le CPA. Donc c'est la gestion Son responsable est là, et tout à l'heure, il pourra aussi prendre la parole dans les échanges. Et illustrer un certain nombre d'actions qui sont effectivement mises en œuvre. C'est cette gestion d'équipement et la valorisation de ces équipements dans le projet du CPA, mais c'est aussi, et on sait un petit peu moins, des activités soit d'événementiel ou des activités hors structure. Le CPA a développé il y a une quinzaine d'années un concept, on fait bien en œuvre un concept qu'on appelle les espaces sportifs mobiles, qui, dans la dynamique de vouloir rapprocher la pratique du pratiquant, va jusqu'au bout et va apporter l'activité sportive au cœur du besoin de cette activité pour à la fois en réduire le coût de mise en œuvre et en faciliter l'accès à l'activité. Donc, et ce principe de l'espace sportif mobile a aussi été organisé et adapté à la destination des publics en situation de handicap pour pouvoir amener l'activité sportive au cœur de structures adaptées qui voulaient faire essayer, expérimenter des activités sportives aux personnes. Tranche d'âge pour les séjours à la norme sportive, 16-30 ans, c'est quoi? Les tranches d'âge, c'est de 6 à 40 ans, et même un petit peu là en fonction de certains programmes, mais c'est globalement de 6 à 40 ans pour les vacances. Pour les activités de loisirs, c'est ouvert à chacun, bien sûr, et effectivement, sont ouverts sans limite en fonction des activités. Donc, le projet essentiel du CPA, c'est effectivement l'obsession de cette activité sportive à plusieurs destinations. C'est une session d'activité sportive comme moyen de mieux se connaître, de mieux connaître les autres. Donc l'activité sportive dans le projet de l'UCPA est vraiment un moyen au service de ce vivre ensemble. L'orientation sur laquelle continue de travailler l'UCPA depuis 40 ans, c'est ce qu'on a qualifié de sport-relation. Et donc on parle de sport-relation en 3D, un sport-relation dédié
au développement. Et quand on parle de développement, c'est le développement de la personne et des personnes justement dans cette dynamique de vivre ensemble. Le D pour démocratique, ouvert au plus grand nombre et accessible au plus grand nombre dans cette logique de faciliter l'accès aux activités sportives. Et puis le D pour détente, parce que rentrer dans un espace, c'est aussi s'ouvrir une bulle d'oxygène et permettre de faire un petit peu une pause et voilà, prendre vraiment dans un environnement qui est accueillant et organisé pour ça. Donc, et puis il y a une dernière dimension, excusez-moi, plaisir avec ce gars, c'est une formation au métier du sport et de l'animation. Donc, les activités sportives open air qui sont organisées par l'UCPA sont organisées aussi en formation pour permettre des jeunes de pouvoir pousser leur pratique jusqu'à leur développement. Alors justement, j'aimerais savoir comment on peut qualifier la spécificité de votre offre. Est-ce qu'il faut parler plutôt que de sport pour le public dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'il faut parler d'activité physique? Est-ce qu'il faut parler de sport adapté? Comment en parlez-vous? Le sport, en fait, dans la clinique, etc., est encore une fois vraiment un moyen, donc on s'adresse en très très grande majorité à des gens qui découvrent l'activité sportive et qu'on cherche à accompagner vers l'autonomie dans la pratique. Ça, c'est l'aspect sur l'activité sportive, mais à aucun moment on est dans une logique de performance, de compétition, quoi que ce soit. La particularité peut-être aussi, c'est cette volonté de mixité de public, puisque dans l'ensemble des équipements que l'UCPA gère, c'est cette mixité à travers les différences d'âge, à travers la différence d'origine sociale, à travers les différences d'objectifs dans la pratique, que s'organise l'activité sportive. Comment vous l'organisez, cette mixité? Parce que c'est pas évident, c'est une question quoi, de proportion, c'est une question comment mixer les publics pour que ça fonctionne. Voilà, ça dépend vraiment des situations. On retrouve un petit peu toutes les situations. Si on prend par rapport à la question du sport adapté, ça dépend de la sollicitation qu'on peut avoir. On peut, selon les cas, accueillir des individuels qui viennent pratiquer des activités avec d'autres à la demande de famille, et soit avec une organisation adaptée au sein de la structure, avec les moyens qui sont existants, soit en organisant des moyens spécifiques pour accueillir ces personnes et les intégrer dans le dispositif global. Il arrive aussi d'accompagner les familles pour pouvoir solliciter les aides auxquelles elles ont droit, pour pouvoir faciliter cet accès et faciliter l'activité. Mais on est aussi à l'écoute de structures qui se venir avec un sujet, leur référent. Et là, en fonction de la demande, en fonction des possibilités, l'organisation de l'activité sportive se fait soit de façon dédiée, soit intégrée avec les autres. Donc on est sur du sur-mesure, on est absolument sur du sur-mesure, tout à fait. Et ce qui, par contre, est toujours le cas, c'est que la vie collective qui se passe autour de l'activité sportive se passe de toute façon et il n'y a pas de séjour qui soit spécifiquement dédié à des publics et dans lesquels il n'y aura pas d'autres. Donc l'activité sportive peut être distinguée en activité des besoins des agents. En revanche, la vie collective est de toute façon. Merci, monsieur O'Sullivan. Alors, ce que je vous propose maintenant, chacun peut faire une première prise de parole, c'est de venir vers vous en salle. D'ailleurs, on va pouvoir amorcer avec votre collègue qui est responsable donc, de la piscine. Vous êtes là. Si vous voulez bien nous dire concrètement, justement, comment cette mixité des publics, un micro va venir vers vous, comment cette mixité des publics s'organise. Concrètement, comment s'organise la mixité des publics sur la piscine dont vous êtes le directeur? Bonjour à tous, donc Félix Animé, je suis le directeur de la piscine du Grand Lyon et également l'escalade du Grand Lyon. Écoutez, nous, sur nos deux établissements, on a différentes pratiques. On a ce qu'on appelle la pratique libre et la pratique encadrée. La pratique encadrée est au moniteur, et en pratique libre, c'est soit un public autonome, soit c'est un public qui vient en réservant des créneaux pour pratiquer une activité sportive, et notamment un natation avec la piscine.
Donc on accueille véritablement tous les publics et on est là aussi pour créer des partenariats, notamment je pense avec l'association Moi je suis nager, que l'on accueille de manière hebdomadaire le mercredi à la piscine olympique et avec laquelle on fournit également un moniteur de natation pour justement apprendre à ce public voilà, qui a un handicap mental de nager en toute autonomie avec parents ou sans parents et puis avec des animateurs qui sont là pour les accompagner. Présentez-vous, madame, levez-vous s'il vous plaît et présentez-vous. Bonjour, je suis Sophie Bellini, chef de service du foyer du centre d'activité de Gevrey-Chambertin, Chantournay, établissement de la Côte-d'Azur. Quel beau nom, Gevrey-Chambertin. J'ai une question pour M. Dacosta. Oui. Parce qu'effectivement, la question des vacances des résidents du foyer est une question qui nous préoccupe, un questionnement de fond qu'on a tout au long de l'année. Donc j'aimerais bien, si vous les acceptez, que vous reveniez sur la naissance de cette convention, comment vous en êtes arrivé à cette solution. Et puis j'ai quelque chose qui m'a interpellée dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, donc peut-être une précision par rapport à ça, sur la question de l'ouverture des séjours à d'autres publics que les résidents de votre établissement. Est-ce qu'elle existe ou s'agit-il uniquement de séjours réservés aux personnes qui vivent dans votre foyer d'accueil mutuel? Merci. Alors, comme la question est ciblée, on va tout de suite revenir vers M. Dacosta pour lui permettre d'apporter des éléments de réponse. Joël Dacosta. Oui, alors pour l'ouverture sur l'extérieur, alors ça dépend des personnes. Chaque année, on interroge les résidents sur leurs souhaits de séjour. Et à ce moment-là, donc on prend en compte leurs souhaits. Et il y a par exemple des résidents qui expriment clairement le souhait de ne pas partir avec les personnes qui côtoient au quotidien et donc qui partent dans des séjours en collectif, bien sûr, mais avec des personnes totalement inconnues. C'est-à-dire avec des personnes mais qui ne sont pas non plus handicapées, qui peuvent être, on va dire, du milieu ordinaire. Et puis pour répondre à la première question sur la collaboration, donc je disais que comment on en est venu là, c'est-à-dire qu'on a au départ, comme je le disais, organisé nos séjours nous-mêmes avec le personnel de l'établissement. Une collaboration pendant une quinzaine d'années avec un autre organisme de vacances autre que l'UFCV qui finalement n'a pas amené de satisfaction. Enfin, il y avait beaucoup de désagréments rencontrés. Il y a eu quelques problèmes de maltraitance, mais c'était surtout un personnel inexpérimenté, très jeune, pas peu qualifié. Et pour le moment, avec l'UFCV, ces problèmes qu'on avait rencontrés avec cet autre organisme se sont très significativement améliorés. Le personnel est, comme je le disais tout à l'heure, M. Vivieux, ce ne sont pas des professionnels, mais il y a un esprit effectivement de volontariat. Ce sont des personnes motivées et, comme je le disais, qui rencontrent préalablement les résidents avec lesquels ils vont partir en séjour. Il y a des échanges avec les professionnels et donc jusqu'à maintenant, disons qu'on est satisfait de notre collaboration. Monsieur, présentez-vous. José Gomez, le président adjoint de l'ADAPI du Doubs. Alors, pour revenir un petit peu sur l'historique, c'est que l'ADAPI du Doubs, dans certaines sections ou ADAPI locales, organisait déjà ses vacances. Donc avec des transferts d'établissements, ça se faisait, parce que une fois dans l'année, on soulageait un petit peu une partie de l'équipe, et on partait avec la même équipe dans un autre établissement ailleurs. On trouvait des locaux et on animait ainsi les vacances des personnes accueillies, surtout au niveau des foyers et des maisons d'accueil spécialisées, genre IME et compagnie. Donc on partait déjà avec les enfants, mais ensuite la prestation qui était offerte aux adultes, elle était variée. On s'est adressé à l'UFCV depuis longtemps pour les personnes qui travaillent en ESAD, qui avaient une certaine autonomie et qui peuvent eux-mêmes décider de leurs vacances, bien sûr. Ce qui est important dans ce que disait M. Dacosta, c'est de
pour les foyers et les maisons d'accueil spécialisées de ne pas perdre ce contact de référent et d'encadrant, puisque ça serait une rupture complète avec la vie de tous les jours, et on sait la difficulté dans laquelle se trouvent les personnes qui sont accueillies dans ces établissements-là. Mais dans tous les cas, la prestation, elle est à faire par l'UFCV, bien sûr. Et ces conventions-là, qu'on va de plus en plus essayer de négocier, et essayer de signer avec des organismes qui organisent des vacances pour personnes handicapées intellectuelles. C'est ça l'avenir, puisqu'aujourd'hui, on voit aussi des contraintes législatives qui nous amènent à vraiment être, c'est draconien, comme difficulté pour pouvoir promouvoir des vacances et accompagner des personnes. Donc tout ça fait que le rapprochement devra se faire petit à petit, et pour avoir une qualité. Donc l'UFCV aujourd'hui a ses professionnels, sa qualité de prise en charge qui est indéniable, et nos personnes qui vont chaque année sont dans cette attente de proposition de qualité. Et je reviens simplement de mon cas, puisque je suis parent d'une enfant qui est en maison d'accueil spécialisée, donc médicalisée. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que c'est des séjours qui sont proposés, mais très chers. Aujourd'hui, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est très onéreux, et les familles ont du mal à adhérer. Je voulais, par particulier, parler un petit peu de ce que met en place les organismes financeurs, puisqu'aujourd'hui, les conseils généraux, par les TPH, ont instruit la PCH qui peut aider. Donc il faut vraiment y aller. Voilà, il faut insister. Donc la prestation compensatrice du handicap pour les loisirs. Donc ça, c'est hyper important. Et l'évolution qu'on voudrait bien avoir aussi, c'est l'aide aux aidants. Donc c'est cette prestation qui pourrait avoir lieu régulièrement pour des parents qui sont fatigués, qui sont avoir un week-end à eux, avoir toutes ces choses-là. Et ça, c'est notre demande future. Et c'est vers ça qu'il faudra qu'on tende pour demain, tout en restant déjà complet sur l'accueil des personnes qui partent. Merci, monsieur, pour votre intervention. Donc, on a compris des conventions de prestations, mais avec des exigences, un cahier des charges, et puis cette continuité au service du public qui est assurée notamment par cet éducateur qui vient et qui accompagne un public qu'il connaît déjà. Oui, Sébastien Bolloré. Oui, c'est un peu en continuité de ce qui vient de se dire au sujet des séjours en formation, mais aussi des difficultés de financement des séjours. On se rend bien compte aujourd'hui que les propositions existent. Les séjours de vacances sont de plus en plus cadrés, etc. Mais se pose quand même la question de l'accessibilité à ces vacances. Au plus grand nombre d'abord. Je crois que la réponse des séjours en convention, c'est une réponse qui permet l'accessibilité aux vacances pour des personnes dont la prise en charge est très technique ou complexe, pour ces personnes aussi dont la difficulté du départ est bien évidente. Donc la référence à des personnes connues, etc., permet de faciliter ces départs. Donc là, on est sur l'accessibilité liée à la personne. Ensuite se pose vraiment aussi la question de l'accessibilité financière des séjours. On en est conscient. Les contraintes d'organisation des séjours aujourd'hui sont telles qu'on est obligé de mettre des moyens réels. Et notre environnement, puisqu'on n'est pas en circuit fermé, notre environnement, on a bien compris l'histoire, ce serait que pour la location des véhicules, des hébergements, c'est un peu qualitatif, nous attendent aussi. Et les tarifs ont vraiment augmenté, on en est vraiment conscient. Les financeurs, l'État, se rétractent sur la partie loisirs. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, en tous les cas c'est la volonté aussi de valoriser ce type de rencontre, de faire remonter les difficultés rencontrées dans l'accessibilité, entre autres loisirs. Dans la difficulté majeure, la partie financière, elle doit être relayée vers les pouvoirs publics. Notre action avec la NCV, en partenariat avec la NCV, permet de répondre en partie. Pour rappel, en fait, ce partenariat permet de financer, d'aider au départ, aux 3 premiers départs, en fait, d'aider financièrement les 3 premiers départs d'une personne, mais après, que se passe-t-il? Il y a la PCH qui peut aider, avec la MDPH, quelques mutuelles peuvent aider aussi, mais c'est un vrai souci, la partie financement. Autant la partie accessibilité des personnes, on peut y répondre à travers ces jours en convention, voilà, mais la partie financière, quel est l'avenir? Très bien, sachant que, mais c'est un vaste débat, je rappelle juste qu'avec la réforme territoriale en cours, à terme, il y aura de plus en plus de diversité de pratiques et de critères de la part de nos partenaires financiers, et que les MDPH seront
ou elles ne seront pas réparties sur divers territoires, etc. Mais ça, on aura de faire une journée d'études dans quelques années pour voir comment tout ça évolue. Et il me reste à remercier nos participants à la première partie de cette table ronde, leur proposer de regagner la salle, on peut les applaudir pour les remercier. Et puis bien entendu, vous pourrez prendre la parole dans le deuxième échange aussi, si vous le souhaitez, et ce depuis la salle. Allez-y.